Yeah man, special combination. Jocelyn Sheila, original tune. Yeah man, respect all time. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Laissons parler les gens. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on aura sûrement beaucoup plus de chances que moi de pouvoir effectivement arriver à trouver un emploi. Mais je pense que si tu es déterminé, si tu as envie de te battre, si tu n'es pas dans le désespoir et de te dire de toute façon j'ai aucune chance, si tu es dans cette avancée-là, je pense que tu peux y arriver. Donc c'est arriver à donner aux jeunes qu'on a aujourd'hui, leur donner l'espoir, de croire que les choses peuvent changer. Et ce travail-là, on le fait notamment à travers des ateliers qu'on met en place, comme à travers une structure qui s'appelle Émergence XL et qui fait effectivement un boulot extraordinaire de motivation, de coaching pour pouvoir mettre les jeunes dans le monde de l'emploi. Tout d'abord, moi, je tiens quand même à dire que cette 5e édition de la Journée de l'Afrique, c'est grâce à une volonté du Parti socialiste de Bruxelles de la réaliser. Je tiens à remercier particulièrement Laurette pour son engagement, parce que quand on a fait la première édition il y a 6 ans, ce n'était pas garanti qu'on puisse la refaire tous les ans. Et grâce à cet engagement du Parti socialiste bruxellois et à la volonté de Laurette de travailler sur la question de l'Afrique, on a pu le faire 5 années. Je pense qu'on va pouvoir continuer à le faire. C'est pas une petite chose. Souvent, on nous dit oui, vous le faites une fois et puis on est oublié. Non, le Parti socialiste s'est engagé, l'a fait 5 fois et continuera à le faire. Et donc, je pense qu'on peut applaudir Laurette pour son engagement. Alors, c'est vrai que quand on parle de l'Afrique, on parle beaucoup de coopération-développement parce que finalement, l'Europe est le premier donateur en matière de coopération-développement avec l'Afrique, pas uniquement au niveau du Fonds européen de développement, mais aussi au niveau de chaque État membre, et je dirais même ici avec une spécificité, une volonté de coopération-développement au niveau local. Donc les communes ont la possibilité de faire de la coopération-développement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé de faire un atelier coopération-développement au niveau local qui permet de mieux prendre en considération les demandes de la diaspora qui veut être active dans des actions de développement. Donc c'est aussi un résultat du travail qu'on a fait l'année dernière en matière de coopération qui a dit tiens, il y a une demande de la diaspora ici à Bruxelles de pouvoir travailler plus sur un plan local. Madame Léchevin, Caroline Désir. Alors, je voudrais aborder avec vous, je sais qu'il y a un travail important qui a été fait au niveau des violences sexuelles, notamment des mutilations génitales féminines. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Donc l'année passée, un de nos ateliers était consacré aux mutilations génitales féminines. On a continué le travail avec les associations qui étaient invitées l'année passée, puisqu'on a dit que Laurette Onkeling s'était combative en remettant sur pied cette journée chaque année. Mais entre les journées chaque année, elle nous pousse évidemment à continuer le travail dans nos parlements, partout où on peut exercer de la pression. Et donc, on a continué le travail en interpellant les ministres concernés sur la prévention des mutilations génitales. On a continué le travail en interne dans notre fédération en réorganisant une soirée de débat avec une projection du film documentaire du GAMS, avec l'association Intact et avec l'Institut C'est ma vie, qui a vu le jour en fait au sein de l'hôpital Saint-Pierre grâce à des moyens qui avaient été débloqués par Laurette Onkeling quand elle était ministre fédérale de la Santé. Et aujourd'hui, ce centre est dans sa 2e année d'existence et poursuit son travail de reconstruction à la fois physique mais aussi psychologique des femmes qui ont été victimes d'excision ou de mutilation génitale. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Laisser parler les gens. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Nous sommes donc ici à l'occasion de la 5e journée de l'Afrique organisée par le Parti socialiste, ici même à l'Athénée Royal d'Ixelles. Et comme chaque année, nous avons des ateliers thématiques. Ça tombe très bien. Il y en a eu donc 4. L'un consacré au talent économique, l'autre au talent culturel, un autre consacré au partenariat économique européen avec les pays africains et enfin un dernier atelier consacré à la coopération au développement centralisé. Nous avons le grand plaisir d'accueillir sur ce plateau Ahmed Laouej, qui est
députée fédérale. Nous avons le grand plaisir d'accueillir également Isabelle Kibassa Maliba, députée provinciale du Brabant Wallon. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir également Béa Diallo, députée bruxellois, mais également échevin à XL, et Madame Colette Nyongan, qui est échevine à Etterbeek. Tous les quatre donc sont les rapporteurs de ces différents ateliers. Je précise que nous avons eu dans une première partie, le bilan de ces 4 dernières années, un bilan réalisé donc par Béa Diallo, par Caroline Désir et Marie Arena. Alors, Ahmed Laouej, je me tourne vers vous. Vous étiez donc concerné par l'atelier relatif au talent économique. Quelles sont finalement les grandes lignes, les grandes tendances qui ressortent de cet atelier? Alors, je vois que la première conclusion de cet atelier, c'est qu'il faut retenir un chiffre. Ce chiffre, c'est 18-19, entreprendre à Bruxelles. Entreprendre à Bruxelles, c'est une initiative d'Impulse. 18-19, c'est un numéro que les candidats entrepreneurs peuvent contacter, ou les entrepreneurs qui sont déjà en route mais qui souhaiteraient avoir un complément d'information, où il peut y avoir une première information de première ligne, un encadrement, un soutien, des informations diverses et variées, un plan de gestion, mais aussi des choses très concrètes, notamment pour des choses qui aujourd'hui visiblement restent compliquées, permis d'environnement, permis d'urbanisme. Donc 18-19, vraiment le chiffre à retenir, je dirais que c'est la conclusion fondamentale de cet atelier, c'est qu'il existe des services qui peuvent accompagner. J'ai parlé d'Impulse, il y a aussi la SRIB. Serge Villain nous a rappelé à quel point la SRIB est aussi très active dans le domaine du soutien à l'entrepreneuriat et au petit entrepreneuriat, qu'il s'agisse bien entendu du financement, mais aussi de monter un dossier, et l'importance par exemple du microcrédit avec des exemples très concrets de lancement d'initiatives économiques. Il a été aussi beaucoup question de la problématique des charges administratives, et on sait qu'un certain nombre de choses ont été faites à différents niveaux de pouvoir, mais il y a encore beaucoup à faire. Et là, je pense que le message doit être entendu du monde politique, c'est que les charges administratives semblent encore beaucoup freiner la créativité d'un certain nombre d'habitants bruxellois, jeunes et moins jeunes. Et puis alors, des considérations plus générales. Bruxelles a évidemment besoin de tous ces talents, quel que soit au fond le secteur d'activité. Pour cela, il faut bien évidemment que puissent se rencontrer les gens qui souhaitent lancer une activité économique et en même temps ceux qui sont à même de pouvoir les y aider. C'est la raison pour laquelle, notamment, l'idée de forums réguliers qui permettent à des personnes qui ont de l'information, du savoir-faire, de l'expertise, mais aussi des gens qui ont déjà réalisé des projets, de pouvoir rencontrer des gens qui sont candidats à la réalisation de projets. Ça, c'est vraiment très important. On a rappelé aussi l'existence du mentorat à travers Bruxelles Angel et toute une série d'autres initiatives dans lesquelles la SRIB est d'ailleurs très active également. Et le mentorat doit pouvoir aussi être développé, c'est-à-dire des chefs d'entreprise déjà accomplis qui accepteraient de prendre sous leurs ailes un certain nombre de candidats à l'entreprise. Bref, toute une série d'idées foisonnantes, des idées concrètes, et ne pas oublier la société civile déjà existante, et notamment la société civile engagée dans le secteur économique. On pense aux professionnels du chiffre, on pense aussi aux chefs d'entreprise qui acceptent de mettre leur connaissance, leur réseau, parce qu'il existe des réseaux informels à la disposition de toute une série de candidats. Et enfin, je terminerai par là, et je pense que c'est essentiellement ma contribution. Pour lancer une entreprise, il faut bien évidemment une idée, il faut certainement des moyens, pas nécessairement toujours des moyens considérables, mais il faut beaucoup d'engagement personnel et beaucoup de travail. Il faut se dire que quand on lance une activité, eh bien c'est l'engagement d'une vie. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et bien entendu, il y a l'aspect de la gestion. On a trop souvent vu des bonnes idées capotées parce que la gestion ne suivait pas. Et là aussi, il y a des services comme Impulse, mais aussi les comptables qui peuvent y aider. Merci infiniment Ahmed Laouej. Je rappelle que vous êtes député fédéral, mais vous êtes aussi surtout connu comme étant Monsieur Économie au PS. Merci infiniment pour ces précisions. Isabelle Kibassa Maliba, députée provinciale, vous avez clôturé, je l'ai rappelé, la 3e édition de l'Africa Belgium Business Week. Vous étiez dans l'atelier partenariat économique européen avec les pays africains. Ça tombe bien. Que peut-on en retenir ?
Oui, voilà. Je pense avoir eu l'atelier le plus technique, en fait, des 4. La problématique, il y a déjà au départ, il y a une problématique, en fait. Parce que tout découle des accords de partenariat économique, ce qu'on appelle les accords de Cotonou, qui sont des accords qui ont été signés en 2000. Mais pourtant, qui ont vraiment des relents, quand on lit les textes, qui ont des relents vraiment, vraiment post-colonialistes. Et ça ne va pas. Ça ne va pas déjà, pourquoi? Parce que on a essayé déjà de diviser en 3 zones. L'Afrique économique, il y a l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, mais bon, la partie sud de l'Afrique, qui est ce qu'on appelle la SADC, et qui, elle, par exemple, par rapport aux accords qui avancent plus facilement, dans les accords de libre-échange, parce que c'est là où il faut en arriver, par rapport aux accords de libre-échange, avec l'impulsion de l'Afrique du Sud, ce coin-là, donc la partie sud de l'Afrique, peut encore répondre à tout ce que vous avez, tout ce qu'on a à proposer, en fait, dans les accords de libre-échange, tout simplement parce qu'il y a l'Afrique du Sud qui est mieux équipée par rapport à la compétitivité. Maintenant, il reste les 2 autres zones de l'Afrique. Et là, ça ne fonctionne pas, ça tarde un peu, ça traîne. Mais malheureusement, l'Europe, et je le dis bien sous pression de certaines multinationales, mais vraiment une pression à l'Afrique, aux 2 zones qui restent, pour qu'elles puissent, elles aussi, avancer dans les accords. Mais malheureusement, on ne peut pas. Parce que si on avance maintenant, les 2 autres zones ne peuvent pas répondre à cette compétitivité. L'Europe va acheter. Ce qui l'intéresse, il va acheter tout le cacao qu'on a. On sait combien on achète le cacao, on va l'acheter on va parler à 1%, et quand on le rachète en Afrique, il est 10 fois, 20 fois, 50 fois plus cher. Donc voilà, l'Europe va puiser ce qu'il a envie de puiser et dira à l'Afrique, voilà, tu peux acheter ce que tu veux, ou vous pouvez acheter ce que vous voulez, vous pouvez aussi vendre ce que vous voulez, mais on sait très bien que l'Europe est mieux lotie. L'Europe a tout. Donc l'Europe n'aura même pas besoin de ce qu'on aura laissé aux Africains. Donc déjà à partir de là, ces 2 zones-là, il ne faut pas accepter, à cause de ce retard, il ne faut pas accepter que ces 2 zones puissent signer ces accords maintenant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment une certaine solidarité. Alors le Parti socialiste, belge d'abord, veut faire une proposition au niveau du Parti européen, de la Commission européenne, pardon. Mais elle doit aussi déjà commencer par faire du lobbying dans le groupe socialiste. Et vous savez bien, dans le groupe socialiste, les sensibilités ne sont pas très, très homogènes. Il y a des sensibilités de territoire, des sensibilités historiques, etc. Donc, les rapports entre le Parti socialiste et l'Afrique, le Parti socialiste belge et l'Afrique ne sont pas les mêmes, on le sait bien, que les rapports entre le Parti socialiste français et l'Afrique. Par exemple, c'est un exemple que je donne. Donc voilà, il y a cette problématique-là qui tente justement à nous faire dire qu'il ne faut pas signer les accords de libre-échange. Ou du moins, s'il faut signer, il faut quand même attendre qu'on ait un cadre post-Cotonou, un cadre post-échange de partenariat économique qui a été initié en 2000 et qui va s'arrêter en 2020. Donc ça, c'est une partie, c'est la 3e partie. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, j'avais déjà commencé à dire que bon, le Parti socialiste va faire du lobbying déjà dans le groupe socialiste au niveau du Parlement européen. Ensuite, le groupe socialiste doit porter cela au niveau des autres, au niveau carrément du Parlement. Et ça, c'est pas très évident. Déjà, je vous ai parlé de l'homogénéité, mais très sincèrement, je souhaite à Marie Arena et à son groupe d'avoir la chance que nous avons eue, par exemple, avec le blocage de la directive Bolkestein, qui a commencé très, très, très petitement ici en Belgique, et puis on a été plus loin, et finalement, on a bloqué la directive. Donc, moi, j'espère que ça sera comme ça aussi. Je leur souhaite, en tout cas, nous le souhaitons ici au niveau du Parti socialiste. Et alors, après ça, il faudra parler aussi aux députés africains. Mais les députés africains, surtout les députés qui sont indépendants. Par rapport au niveau du parti et par rapport même à leurs idéaux qui peuvent vraiment porter cette revendication et demander aux pays africains de ne pas signer les accords de libre-échange. De ne pas signer, il faut vraiment un cadre. Et voilà, et pour finir, il y a eu, en fait, pendant l'atelier, une proposition de ceux qui faisaient partie de l'atelier. Ils se sont dit, mais tiens, pourquoi ici nous avons quand même une grande communauté, elle est multiple, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas non plus, au niveau
je veux dire, au niveau de la société civile, au niveau de tout ce que nous avons ici comme association, nous aussi travailler sur les sociétés civiles. Mais comme je vous ai dit, ce texte est très, très, très technique. Il faudra le vulgariser pour pouvoir mieux le dispenser aux D'accord, donc Africains. Voilà. c'est toute la tâche, effectivement. Merci pour ces précisions, Isabelle Keba-Samédoua. Je rappelle que vous êtes députée provinciale du Brabant Wallon. Vous êtes également marraine de l'Africa Belgium Business Week. Je me tourne vers vous, Béa Diallo. Je vous ai présenté déjà dans la première partie. Vous êtes député bruxellois, vous êtes échevin, premier échevin à Ixelles, notamment chargé de la coopération internationale. Votre atelier était en charge de la coopération au développement centralisé. Même question, quelles sont les grandes tendances qui se sont dégagées de cet atelier? Alors merci beaucoup. Je dirais que en fait nous avons travaillé effectivement sur cette problématique et ce qui était assez intéressant, c'est que nous sommes partis effectivement de la problématique de l'eau avec Monsieur Pierre Lardot qui a fait vraiment un très bel exposé. Donc comme on le sait tous aujourd'hui, l'accès à l'eau en Afrique est quelque chose de très très compliqué, alors que le potentiel d'eau dans le continent est gigantesque. Et donc on a effectivement montré des modèles qui nous permettaient, à travers une politique décentralisée, d'aider à petite échelle. Mais si nous pouvions multiplier effectivement ces différentes politiques-là, ben on se rend compte que l'argent va directement au projet. C'est-à-dire que quand tu dépenses 1 euro, c'est 1 euro qui va directement au projet. Alors que les politiques qui ont été menées pendant des années ont été effectivement de mener des projets gigantesques à travers une coopération qui était plutôt une coopération non pas décentralisée mais plutôt centralisée avec les États à État. Et dans ces politiques-là, on s'est rendu compte que quand on investissait 100, quand on devait investir 100, il y en a peut-être un qui était investi. Et donc, dans les politiques décentralisées qui ont été mises en place, notamment, au niveau des différentes localités, donc on a eu la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles qui ont montré un peu les exemples de ce qu'ils menaient en termes de politique de décentralisation, à Kinshasa plus particulièrement, notamment sur la population, donc et les états civils. Donc nous sommes partis de 5% des déclarations de naissance dans ces différentes communes. Aujourd'hui, on arrive à 60% avec la politique de décentralisation qui a été mise en place, avec des techniciens qui ont été apportés effectivement leur savoir-faire, avec tout un accompagnement qui a été fait et une formation qui a été mise en place au niveau du personnel, et alors toute une politique de recensement aussi qui a été mise en place. Donc aujourd'hui, les gens déclarent effectivement les enfants. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a mis en place? Ce sont des bureaux décentralisés. Donc c'est-à-dire que la commune, effectivement, qui est gigantesque, avec plein de quartiers, puisque quand on parle d'une petite commune à Kinshasa, on parle de 200 000 habitants. Voilà. Donc quand on parle d'une grande commune à Kinshasa, on parlerait d'1 million d'habitants. Donc c'est toute la région de Bruxelles-Capitale. Donc quand on compare effectivement les choses, c'est un peu difficile de pouvoir les comparer. Mais quand on parle de travail de recensement réel, qui est important, puisque c'est la base de tout, à partir du moment où quand on a des personnes qui habitent une commune, comment est-ce qu'on les identifie quand on ne déclare pas les naissances? Comment est-ce qu'on fait en sorte de pouvoir mettre en ordre ou en place, l'identification ou le recensement des gens quand il y a des décès, qu'il n'y a pas de déclaration de décès? Donc on travaille vraiment sur cette base-là au niveau de la politique de décentralisation, et c'est quelque chose qui fonctionne. Alors derrière, évidemment, toute cette politique qui est mise en place, il y a aussi les échanges humains, les échanges de jeunes. Notamment, on a travaillé sur un projet qui s'appelait le Millennium Youth Project, qui est un projet européen qui a été financé par l'Europe à hauteur de 500 000 euros, coordonné par la commune d'Ixelles, avec 7 pays différents, dont une commune qui était une commune de Kalamou, de Kinshasa, où on a travaillé sur les problématiques que les gens pouvaient rencontrer, notamment par les enfants, à travers les enfants. Et donc, il y a eu tout un échange qui a été fait, et à travers les constats qui ont été mis en place par les enfants, derrière cela, on arrive à agir effectivement, notamment sur l'extrême pauvreté du continent et du pays plus particulièrement. Donc la politique de décentralisation qui est mise en place et qui a été mise en place au niveau de la Belgique est une politique qui fonctionne réellement. Et je pense que la multiplication de ces différents projets, notamment avec d'autres communes qui pourraient s'impliquer là-dedans, permettrait certainement, en tout cas au niveau local, et puis certainement au niveau national à un moment donné, de pouvoir mettre une vraie politique.
Parce que quand j'étais au Congo, à Kinshasa notamment, ben, on parle de la problématique des futures élections. Et la grande difficulté, évidemment, est de dire, mais on doit encore faire un recensement de la population, parce que ce travail-là coûte beaucoup d'argent, est très difficile à mettre en place. Mais quand on prend des petites communes et des petits projets comme nous avons mis en place, notamment de recensement, ben c'est des vrais exemples. 60% de déclaration de naissance, c'est énorme. Et à côté de ça, recensement de la population qui a été faite entièrement par une technique qui a été mise en place. Mais si derrière ça, on ne forme pas les gens à faire des déclarations de décès, c'est compliqué. Donc les bureaux décentralisés dans les différents quartiers qui sont en train de mettre en place permettront encore de mieux recenser la population. Alors la discussion que nous avons eue aussi dans cet atelier, c'était de dire de quelle manière on peut encore apporter beaucoup plus d'aide, notamment pour l'accompagnement en termes de besoins que nous avons dans les hôpitaux notamment. Alors la difficulté évidemment c'est quand on a du matériel qu'on peut envoyer de l'autre côté, comment est-ce qu'on peut faire pour que ce matériel arrive à un prix qui ne coûte pas plus cher que si on l'achetait sur place. Voilà, ça c'est aussi la grande difficulté évidemment qu'on rencontre notamment en termes d'accompagnement dans ces politiques décentralisées qu'on met en place. Merci infiniment Béa Diallo pour ces précisions. Donc ce qui ressort effectivement de cet atelier, je rappelle que vous êtes député bruxellois et premier échevin à XL chargé de la coopération internationale. Docteur Colette Njomgang, bonjour. Bonjour. Vous étiez dans l'atelier consacré aux talents culturels. C'est vrai qu'il y en a beaucoup sur le territoire bruxellois, mais aussi au-delà. Même tonalité. Quelles sont les grandes tendances? Y a-t-il eu des recommandations par rapport à cette rencontre? Voilà, notre atelier était vraiment riche en débats. On a parlé d'abord de l'identité Zinneke. Donc l'identité Zinneke qui est une identité bruxelloise qui se dessine de plus en plus, qui en fait regorge de plusieurs identités qui se retrouvent sur le territoire bruxellois et qui vraiment montrent une richesse culturelle. Donc nous avons parlé dans notre atelier qu'il fallait mettre vraiment bien en avant cette identité-là parce que ça permet à tous de se retrouver autour d'un projet, autour d'une idée. Donc en deuxième temps, on a parlé de la création d'un centre culturel africain qui va voir le jour et c'est vraiment un gros projet qui va être soutenu par la Fédération bruxelloise du Parti socialiste et aussi encadré par d'autres centres culturels qui ont déjà de la bouteille et permettre une vitrine aux artistes d'origine africaine. Et justement, ces artistes-là étaient présents. Il y avait des cinéastes, des peintres qui sont venus nous montrer comment ils mettent en avant toute leur culture, ce qu'ils ont appris, la culture par laquelle ils ont grandi et comment ils viennent échanger. Donc, on a bien mis en avant que chaque personne, toute personne, même la plus pauvre du monde, a toujours quelque chose à apporter, c'est sa culture. Et ça, c'est important parce que elle peut échanger avec une autre personne et avoir cette fierté d'avoir sa culture qu'on ne peut pas la voler. Et c'est pourquoi on avait la ministre Fadila, qui est ministre présidente à la COCOF, qui a expliqué comment elle pouvait soutenir les projets culturels qui sont intéressants et qui permettent de vraiment mettre en avant notre identité et surtout d'échanger, de pouvoir créer une meilleure cohésion. Donc plutôt un échange, un lien. Et donc on a bien rappelé que nous sommes en Belgique, donc on ne va pas attendre que la Belgique fasse la promotion de la culture africaine. C'est à nous d'aller pour pouvoir montrer que nous avons une culture d'origine et évidemment les pouvoirs locaux, les pouvoirs subsidiaires vont nous soutenir ici parce que nous sommes devenus belges et que nous avons quelque chose à apporter. On a parlé aussi en plus de permettre aux jeunes, aux personnes plus jeunes, aux jeunes issus de migration, de pouvoir apprendre la culture de laquelle ils sont issus. Donc dans les écoles, il serait bien qu'on puisse enseigner dans la culture et pas seulement de la culture générale, mais dans cette culture-là, qu'on pense à faire connaître la culture du pays dont les personnes sont originaires, parce que ça permet à ces jeunes de s'identifier à quelque chose, de suivre un fil
et de grandir avec une certaine fierté. Donc, nous avons parlé dans notre atelier en gros, de toutes les initiatives qui sont faites encore aujourd'hui par les associations des Africains, mais qui sont devenus belges, mais que ces initiatives-là doivent être plus valorisées, donc doivent être plus mises en évidence, et qu'on se serve des médias, par exemple, comme vous, qu'on se serve de tout ce qui est comme moyen de communication pour connaître ce qui se fait, pour connaître l'offre culturelle qui est immense, parce qu'on nous a rappelé que l'UNESCO a justement affirmé que l'Afrique était le continent culturel le plus riche du monde. Et donc, ce n'est plus un doute, c'est ce continent-là. Et c'est normal que les personnes issues de ce continent, qui sont sur le territoire, puissent exprimer, puissent vraiment briller par leur culture, échanger et apporter cette culture aux autres personnes. Merci. Merci infiniment à tous les quatre. Il se trouve que vous représentez tous les quatre échelons de pouvoir différents. Ahmed Laouej, le fédéral, Isabelle Keba-Samaliba, l'échelon provincial, Béa Diallo, l'échelon régional et Colette Njomgang, l'échelon communal. Merci donc à tous les quatre d'avoir participé à cette émission Laissez parler les gens dans le cadre de cette 5e journée de l'Afrique du Parti Socialiste. Hey yo! Yeah man, special combination. Jocelyn Sheila, original tune. Yeah man, listen.